Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube. Merci, cette semaine, nous venons de passer les 175 000 abonnés. Donc c'est encore une progression magistrale, constante ces derniers temps et nous nous en réjouissons. Merci aussi aux abonnés de l'application, parce que ceux de la chaîne YouTube ne savent pas toujours qu'il y a l'application Omerta que l'on peut télécharger sur son smartphone. Ça coûte 5 € par mois, c'est là notre cœur de métier. Sur cette application, vous trouvez tous nos documentaires, les bonus, tout ce qui fait Omerta, notre activité au quotidien. La chaîne YouTube, ce sont les grands entretiens, c'est quelques contenus aussi gratuitement, mais ce qui nous fait vivre, c'est surtout l'application. Donc allez-y, jetez un coup d'œil, ça coûte 5 €. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Je rappelle aussi en kiosque, toujours en kiosque, le hors-série, le premier hors-série d'Omerta, 2 ans de guerre en Ukraine, la vérité du terrain, titré, et on va en reparler, cet enfer où l'on pourrait envoyer nos soldats. On voit que le conditionnel commence à devenir, à changer. On n'est plus sûr que c'est un conditionnel. On va en parler avec mon invité. Ça me donne une bonne introduction. Caroline Galacteros. Bonjour Caroline. Bonjour Régis. Merci de revenir chez Omerta. La dernière fois, vous étiez venu à un moment où Omerta, et vous-même étiez attaqué d'ailleurs, bon on ne va pas revenir là-dessus, mais non. bon, sur où nous sommes serrés les coudes. Tout à fait. Nous avons fait face à toutes ces attaques qui nous empêchent, de gens qui voudraient nous faire taire, mais nous sommes encore là et vous êtes là de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors Caroline, vous êtes donc géopolitologue, vous avez fondé Géopragma et vous êtes créatrice, et c'est à noter, de la chaîne YouTube Paix et Guerre. Donc voilà, j'encourage aussi les auditeurs de notre chaîne à aller voir ce que fait Caroline. Vous ne serez pas déçus, je crois. Oui, voilà. Ça commence, ça débute, mais j'ai un certain nombre de projets que je suis en train de mettre en place. Je n'en suis pas à 175 000 abonnés, j'adorerais. Écoutez, j'espère que ça va venir. J'espère que ça va venir, mais voilà, pour l'instant, nous dépassons les 60 000. C'est déjà très bien. C'est déjà bien, parce que nous n'avons quelques mois et peu, voire pas de moyens. Donc voilà. Mais bon, il y a tant de choses à dire. Il y a une actualité tellement grave, tragique, même si je souris, je n'en pense pas moins à traiter et à partager, que voilà, il y a beaucoup de travail à faire. Très bien. On va commencer dans le vif du sujet. Alors ce matin, en venant chez Omerta, j'ai mis France Info, je suis tombé sur Marine Le Pen qui était interviewée. Et alors pour elle, clairement, Emmanuel Macron veut entrer en guerre. Vous souscrivez à cette analyse de l'attitude du président français actuellement ? Écoutez, j'espère qu'il ne veut pas entrer en guerre et nous entraîner dans une guerre qui serait une folie pure pour tous, pas que pour les soldats qui iraient se battre, parce qu'on a comme ça l'impression que la guerre c'est loin, parce que maintenant on est une armée professionnelle. Bon. Ça aurait des conséquences terrifiantes. Mais s'il ne le veut pas, il pourrait bien se trouver de fil en aiguille par un ensemble de déclarations, d'engrenages, de solidarité, de gestes, entraîner dans quelque chose qui le dépassera très vite et qui dépassera très vite les capacités qu'on aurait à arrêter une dynamique comme ça, une dynamique tragique. Et c'est en cours. Ah oui, un véritable engrenage. Nous sommes dans c'est comme un entonnoir, quoi. En effet, pour justement abonder dans votre sens, j'ai devant moi la dépêche Reuters, donc c'est pas un site complotiste qui dit ça. La France pourrait annoncer donc l'envoi d'instructeurs militaires en Ukraine très bientôt. Ce sont des sources diplomatiques. Reuters a parlé apparemment à 3 diplomates. Et Paris espère prendre la tête d'une coalition de pays. Donc on est en train de tomber dans un discours qu'on entendait, coalition, George Bush, Irak, quelque chose de similaire. Et là, apparemment, la France espère prendre la tête de cette coalition. Donc
Est-ce que les Français sont vraiment au courant de ce qui se passe ? J'ai l'impression que non, c'est pour ça que je m'échine, et vous aussi et d'autres, à essayer quand même de faire prendre conscience des enjeux, de ce qui se joue, de ce qui pourrait très bien se passer autrement, de ce que nous avons laissé dégénérer, voire même avons mis la main pour que ça dégénère. Et on est maintenant dans une situation où, effectivement, on parle de l'envoi de 200 instructeurs. Ça, c'est la suite d'une réunion Zoom, enfin, à distance, probablement pas Zoom, mais à distance, qui a eu lieu entre le ministre de la Défense français et son homologue ukrainien, il y a même pas une semaine. Qui ont décidé qui ont évoqué le souhait, puisqu'il y a même eu une lettre de remerciement de la France. Et puis après, les Ukrainiens ont compris que les élections européennes arrivaient, qu'il ne fallait pas trop appuyer. Donc on a dit c'était plus imminent, c'était bientôt, enfin bref, on est devenu plus flou. Mais la question, c'est d'envoyer 200 instructeurs français pour aller inspecter et étudier finalement les endroits, les camps éventuellement de formation sur le territoire ukrainien, sachant ce que la Russie a dit. Moi, je trouve ahurissant que dans notre pays et dans nos médias, et même, je le crains, dans nos états-majors, dans nos ambassades, dans notre Quai d'Orsay, on ne s'intéresse pas, et clairement pas assez, à ce qui est dit par la Russie. Ils ne sont pas dans la pensée magique, les Russes. C'est pas je rêve et puis ça va se produire. Non, ils disent beaucoup de choses très importantes qui ne sont pas que de l'intimidation, des fake news, non. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Mais ils disent que le jour où il y aura des soldats en uniforme d'un pays membre de l'OTAN sur le territoire ukrainien, sachant qu'il y en a déjà, sachant qu'il y a des servants d'armements occidentaux qui sont là, sachant qu'il y a des mercenaires, qui sont souvent d'anciens soldats. Vous ne croyez pas à la manipulation des canons César stricto sensu par des Ukrainiens, par exemple ? Alors, ni par des Ukrainiens, ni sui generis, comme ça, là, ça ne marche pas tout seul, quoi. C'est des trucs, quand même, bon. C'est un peu compliqué. Et il est vrai qu'on était arrivé, et pas que nous, les Français, à l'idée que, de toute façon, ça prenait trop de temps d'apprendre, de former, voilà. Et donc, effectivement, il y a c'est même plus un secret de polichinelle. Ça a été dit par certains médias. Je ne parle même pas des Anglais, qui sont encore bien plus présents que nous. Et donc, il s'agit de faire ce qu'avait annoncé le président il y a déjà quelque temps. C'est-à-dire que l'idée, et c'est d'ailleurs dans l'accord de sécurité franco-ukrainien, l'idée de former, de former directement des soldats ukrainiens sur le sol ukrainien. Alors, il y a quand même voilà. Et les Russes ont dit, pardonnez-moi, je termine mon raisonnement parce que j'ai digressé. Les Russes ont dit, si ça se passe comme ça, on ne pourra pas laisser faire. C'est une attaque directe de l'OTAN. Il faut arrêter avec ce que j'appelle la casuistique de la co-belligérance. Est-ce qu'on est co-belligérant ? Est-ce qu'on n'est pas co-belligérant ? On est déjà co-belligérant. Les Russes font mine depuis longtemps de ne pas vraiment le reconnaître et en tirer surtout les conséquences. Mais en même temps, ils préviennent. Il y a un moment où ça va devenir impossible de ne pas réagir. Il s'est passé des choses très graves il y a quelques jours. À 2 reprises, et même, je crois, encore hier, il y a eu des attaques par drones kamikazes ukrainiens qui ne peuvent évidemment pas faire ce type d'attaque à 600 ou à presque 2000 km du front, tout seul, sans l'aide de l'OTAN. Il y a eu des attaques sur des radars qui font partie du bouclier nucléaire russe. C'est quoi ça ? C'est de la provocation directe de l'OTAN face à la Russie. L'Ukraine n'est plus que juste celui qui... Oui, qui exécute. Voilà, qui exécute. Mais l'Ukraine est souvent utilisée, on depuis s'en le aperçoit depuis le début. Mais justement, quel est, dans ce cas, l'intérêt, si depuis longtemps, pour les canons César, entre autres, pour les systèmes d'armement, les Storm Shadow, les Scalp, etc., on apporte à l'Ukraine cette aide, pourquoi adopter cette position belliciste de surcroît
alors que clairement, ni l'Allemagne ni les États-Unis ne vont dans le même sens. Pourquoi avoir ce besoin, pourquoi ce président a ce besoin de montrer ça, alors qu'on pourrait envoyer 200 instructeurs sans le dire? Je n'en sais rien. Peut-être estime-t-on à l'Élysée qu'on peut être la pointe de diamant de finalement cette récupération de l'effort ou de l'implication occidentale majeure, qui ne serait pas forcément américaine, qui serait européenne, et reprendre de la superbe. Bon, mais là, on est dans le fantasme pur. Hein. Reprendre de la superbe, y compris au plan interne européen, donc vis-à-vis des autres, notamment les Allemands, qui sont effectivement plus en arrière de la main. Ouais. Voilà, notamment sur les armes de longue portée, parce qu'il y a aussi ce problème en ce moment. J'en parle sur Paix et Guerre, si vous m'écoutez. Et donc, il y a cette envie d'être le premier de cordée, si j'ose dire. Oui. Mais la cordée va où ? Et si on dévissait tous ? Oui. Après, il y a aussi l'illusion qui est de dire on va enfin faire cette défense européenne, cette souveraineté stratégique européenne, et blablabla, etc., etc. On sait très bien ce qu'il en est. De toute façon, que l'Amérique reste Biden ou devienne Trump... Oui. Je reprends les mots exacts de Valérie Hayé, candidate Renaissance au dernier débat qui a eu lieu sur BFM début de la semaine. Elle dit qu'elle parle de défense européenne, elle parle de tripler les budgets de la défense de façon à se mettre au niveau des Américains. Non, mais... Les Américains, vous savez comme moi, c'est 850 milliards de dollars. Ça veut dire qu'on ambitionne de prendre cette... Ça fait partie, c'est les propos exacts de la candidate d'Emmanuel Macron. Oui, non, mais là, on est en Donc là, on n'est pas à 3% de l'augmentation. Non, mais c'est délirant. Les industries occidentales, les économies occidentales sont désindustrialisées. Ça fait des décennies, nous l'avons voulu, nous l'avons souhaité. Alors on peut toujours dire aujourd'hui, on réindustrialise, etc. Enfin, tout ça est picrochelinesque, enfin, c'est minuscule. On a un vrai problème, c'est-à-dire tenir une guerre. Si on était assez fou pour imaginer que la solution à tout ça, tout ce magma dans lequel on est maintenant empêtré, est de faire la guerre frontalement à la Russie, qui, elle, est une économie très industrialisée et qui passe son temps, et les dernières déclarations et les dernières décisions du président Poutine en témoignent, elle intègre de manière méthodique, désormais, et claire, avec la nomination du nouveau ministre de la Défense, son économie militaire, enfin propre à ce conflit, dans son économie générale, pour tenir la distance. Donc elle s'inscrit dans une vraie durée, mais elle en a les outils. 1, elle en a les ressources. 2, c'est une économie où l'industrie est importante. Nous, on n'a rien de tout ça. Nous, on est des économies de services, quand même, globalement. Hein, on voit bien à quel niveau nous sommes en termes de munitions, en termes de séries d'armements. Enfin, soyons sérieux. Donc on est dans un discours. On a quitté la Terre, quoi. Mais on va s'aventurer là-dedans, tout en ayant ses paramètres, en en étant parfaitement conscient, en ayant enfin réalisé que la Russie va faire 3,5% de croissance l'année prochaine, cette année d'ailleurs, je crois, même cette année. Et que finalement, tous les paramètres qu'on avait au départ sur un effondrement possible, finalement, Non, mais on a tout faux. Ont disparu. Mais on a très mal raisonné, mais parce qu'on ne raisonne pas pragmatiquement, si j'ose dire, et réalistement. On raisonne avec nos émotions, à court terme, toujours. Ça, c'est le problème des agendas électoraux et du rythme des démocraties libérales occidentales. Et puis, on raisonne à partir de nos désirs. On ne raisonne pas à partir du réel. Et enfin, on raisonne à partir de notre russophobie et de notre haine absolument... Enfin... Je sais pas, moi, je pense. Qui vient d'où d'ailleurs ? Mais je ne sais pas d'où ça vient. Franchement, c'est. On a l'impression que ça s'est révélé tout d'un coup. Enfin, il me semble que tous les gouvernements avant, enfin qui ont précédé,
avait Monsieur Russie. Par exemple, ce qu'on reproche au RN d'avoir Thierry Mariani, qui est beaucoup lié à la Russie, etc. Tous les partis politiques avaient Monsieur Russie chez eux. Enfin, ça faisait Non, mais partie de toute façon, la Russie... Donc pourquoi tout à coup cette espèce de... Mais parce que les politiciens occidentaux ne sont plus, à mon avis, préoccupés du bien-être, de la sauvegarde et du développement de leur peuple, et deux, ils sont pris dans une espèce de toboggan, d'abord de leur incurie sur bien des domaines, et du fait qu'à la fin, et c'est quand même la question qu'on doit se poser, la guerre devient une option peut-être utile, peut-être folle d'une certaine façon, mais en même temps utile pour éraiser. Je connais quelqu'un qui parle du grand effaceur, du Tipex géant, si vous voulez, l'espèce de truc où finalement toutes les bêtises qu'on a pu faire, toutes les dépenses, la dette, les machins, tout ça, si c'est la guerre, mais c'est fini. C'est fini, on va avoir des préoccupations autrement plus basiques. Alors on va revenir très très loin en arrière, ce sera un drame, mais après, il y aura un renouveau, bien sûr. Donc selon vous, si on résiste, naturellement. Il existe des gens en France qui souhaitent la guerre? Je pense qu'il y a des gens en tout cas, qui voient une forme étape pour une sorte de régénérescence, quoi. Mais je pense qu'il y a encore très peu de gens dans notre classe politique qui ont connu la guerre. Ah, ça, le problème, il est évident. Ils n'ont pas... Le dernier, c'est Jacques Chirac, quoi. Oui. Voilà. Pour eux, c'est quelque chose d'assez abstrait, à vrai dire. Et deuxièmement, il y a un tel réflexe de sous-évaluation de la Russie, d'une manière générale, dans tous les domaines, de ses capacités, de sa volonté, de sa détermination, du poids de l'histoire dans sa population. Nous, on a des populations qui ont oublié l'histoire. Non seulement on les déculture massivement, mais elles ont oublié l'histoire. Elles ont oublié qui elles sont, elles ont oublié d'où qu'elles viennent. Elles passent leur vie à se repaître de repentance. On est finalement à des années-lumière de peuples type. Du type du peuple russe, mais on peut penser à d'autres peuples, on peut penser au peuple iranien, on peut penser à d'autres, qui sont des gens qui vivent dans leur histoire, qui la revendiquent, qui se construisent par rapport à elle, qui ne l'oublient pas, qui la considèrent, qu'elle avait les faces sombres, les faces lumineuses. Bon, ça fait partie d'eux. Nous, on est totalement... c'est pour ça que je dis qu'on est hors sol, on a quitté la terre, on a tellement perdu et nié... L'enracinement. Oui, on ne veut plus avoir de racines. Enfin, ça se voit dans les évolutions sociétales. Alors, est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'il existe, quand on voit par exemple certains généraux expliquer sur les plateaux de télé que les Russes prennent les fameuses histoires de microprocesseurs dans les machines à laver, qu'ils combattent avec des pelles. C'était le titre d'un papier de Vanity Fair, quand même, c'est un journal respectable. Les Russes combattraient avec des pelles. Donc une sorte d'archaïsme affiché de l'autre côté. Est-ce que finalement, c'est pas des traces de notre éducation anticommuniste ça, sans doute. Qui reviennent à la surface, qui n'ont pas été complètement digérées, et cette espèce de vieille peur du rouge qui reprendrait le dessus. Ça, je pense commune que aussi avec les Américains. Absolument. Mais ça, c'est vrai, oui. C'est bien sûr. Il y a une grosse part même de ça. Mais qui nous fait voir la Russie comme un pays totalement archaïque, ce qu'elle n'est plus du tout. Elle ne l'est plus du tout. Oui. Donc, comme on ne veut évidemment pas se donner la peine d'aller voir, il ne faudrait surtout pas aller voir. Quelle horreur, on risquerait d'être démenti par le réel. Mais c'est affreux. Moi, j'avais un patron comme ça. Il ne supportait pas de voyager, surtout pas parler de relations internationales, de guerre, de paix. Mais alors, surtout pas aller mettre les pieds sur le terrain. Mais quelle horreur si jamais je me rendais compte que tout ce que je raconte est faux. Mais non, mais c'est pas possible. Donc, on reste dans ces illusions, on reste dans ces haines recuites. On reste dans son mépris, parce qu'il y a un immense mépris. Il y a un ethnocentrisme occidental, et je suis une occidentale, mais je trouve ça délirant, cette façon de toujours... Enfin, c'est toujours mon brave. Enfin, oui, vous, alors vous prenez vos petits... pour réparer vos petites machines, bien sûr. C'était... Tout ça est
non seulement totalement faux, mais extrêmement dangereux, parce que justement, tout notre raisonnement est fait à partir de prémices intellectuelles, d'a priori mentaux, qui ont la vie dure, et qui font qu'on ne se met même pas en situation de vouloir observer, de vouloir comprendre, de vouloir connaître, et encore moins de vouloir dialoguer, évidemment, avec ce qui peut être considéré comme un adversaire, un concurrent, etc. Pourquoi pas? Mais il faut au moins essayer de comprendre l'ennemi, si c'est un ennemi. Alors, pendant ce temps, ce qui est quand même C'est la première règle. Aussi intéressant de constater, c'est que il n'y a pas que la Russie, justement, qu'on a tendance à sous-estimer ou à voir différemment. Il y a aussi l'Ukraine, et en particulier sur cette question du front ukrainien, où l'ouverture d'une nouvelle offensive au nord de Kharkov montre que les choses empirent pour les Ukrainiens. Je voulais vous demander, est-ce que, selon vous, il y a un risque d'effondrement du front? Parce que quand on écoute les médias, le bruit médiatique en général, on se rend compte qu'en réalité, on vit sur des acquis, c'est-à-dire on vit sur l'Ukraine héroïque de 2022, 2023, jusqu'à l'effondrement de la contre-offensive, mais on n'a pas changé de logiciel. Si le Figaro ce matin raconte l'histoire de ces jeunes qui jouent au chat et à la souris, c'est dans le titre du papier, avec les recruteurs pour ne pas être envoyés sur le front. Donc quand on a des scènes comme ça, et on les a vues tous, on peut penser que les choses vont très très mal. Est-ce qu'il y a un risque d'effondrement de l'Ukraine, ou est-ce qu'on se dirige vraiment encore vers une guerre longue, toujours cette même guerre d'attrition, d'usure, qui va durer? Vous avez parlé de la nomination à la place de Sergueï Shoïgu, du nouveau ministre, qui est un économiste, donc un planificateur. Est-ce que ce n'est pas des signes, justement, qu'on va vers quelque chose de très long, de très pénible et de très douloureux? Oui, mais parce qu'on ne veut rien faire de mieux du côté occidental. On ne veut pas reconnaître ce qui se passe déjà militairement. On ne veut pas tenir compte du réel. Tous les responsables russes passent leur vie à expliquer. Alors, on veut bien discuter, mais évidemment, on ne discute pas sur un nuage. On discute sur ce qui se passe. Ça se passe comme ça dans une négociation. C'est comme ça. Donc on part évidemment de l'état des lieux, de l'état des forces militaires réelles. Plus on le laisse se dégrader en défaveur de l'Ukraine, et c'est pour ça qu'on n'ose pas le dire. Alors maintenant, on est en train de parler d'effondrement du front pour justifier l'envoi l'autorisation pour les Ukrainiens de taper la Russie dans la profondeur avec des armes de longue portée, pour justifier les instructeurs, la formation, pour justifier une implication. La grande question, c'est que veut-on à la fin, et qu'est-ce qui est en train d'être décidé? Parce que je suis sûre qu'un certain nombre de décisions sont prises qui ne sont absolument pas rendues publiques, ni à l'OTAN, ni en France ou ailleurs. Est-ce qu'on a décidé, face à cette guerre d'attrition, parce que la Russie, effectivement, elle s'inscrit dans le temps, elle a compris que ça va durer et qu'il faut tenir, et elle mène une guerre d'attrition. Mais les Ukrainiens, ils sont en tellement mauvaise posture que maintenant, ils mènent une guerre asymétrique. On le voit bien, ils mènent une guerre de plus en plus en frappant les populations civiles, avec des modes d'action terroristes, je suis désolée, c'est quand même ça la réalité. Et deuxièmement, l'histoire des drones, et maintenant aller taper, pour le compte probablement de l'OTAN, les radars du bouclier nucléaire, c'est une façon, j'allais dire, presque de provoquer, d'espérer, peut-être, une frappe en retour, en riposte, un coup de semonce tactique russe. Nucléaire. Et moi, je ne suis pas loin de penser, parce qu'aux États-Unis, il y en a des... Il y en a des néoconservateurs forcenés. Hein. Je ne suis pas loin de penser qu'ils sont capables d'imaginer qu'en faisant ça, s'ils arrivaient à pousser Poutine à perdre patience et à le faire, avec un intérêt militaire assez nul, parce que pour que ça ait un intérêt, il faut taper les populations civiles, alors il ne veut pas le faire. Donc, pour le reste, les forces ukrainiennes sont très déconcentrées, sont très éclatées partout, et surtout maintenant, puisqu'ils ont déshabillé quand même une grande partie, ils ont pris les 30 000 hommes qu'ils ont mis à Kharkov pour
essayer de stopper l'avancée russe, ils les ont pris un peu partout. Et il manque d'hommes. Oui. Il manque d'hommes, cruellement. Oui. Donc, est-ce que l'idée, ce n'est pas de pousser la Russie une nouvelle fois à la faute, mais une faute, cette fois-ci, de type nucléaire, et ça, je pense qu'un Zelensky peut très bien l'envisager, en se disant, les Américains derrière se disant, bah, là, la Chine, elle ne pourra plus, ça va être très compliqué, ça va être un peu un qui tout double, là. Soit elle soutient la Russie dans ce que la Russie fait, soit elle ne la soutient plus. Et donc le decoupling, la Chine. voilà, qui est le grand truc, avec 15 ans de retard, qui est dans la tête des stratèges américains, et qu'ils n'arrivent évidemment pas à faire. Voilà, ça c'est un scénario possible. Alors, ça peut être une pensée issue d'un cerveau néoconservateur, ça je comprends tout à fait, j'en ai fréquenté quelques-uns à Washington lors de le temps où j'habitais aux États-Unis, et je sais que oui, il y en a des très redoutables. Maintenant, la pensée américaine aussi peut être parfois plus raisonnable que la nôtre, et elle se fait surtout en termes d'intérêt. C'est Henry Kissinger qui disait, voyez-vous, nous n'avons pas d'ennemis ni d'amis, nous n'avons que des intérêts. Et il y a beaucoup d'Américains qui sont sur cette ligne et qui, considérant aujourd'hui ce qui se passe et l'évolution de la guerre en Ukraine, peuvent imaginer que les États-Unis ont de facto atteint leurs objectifs. L'Allemagne, économiquement, est séparée de la Russie. Le Deutsche Qualität, qui se nourrissait du gaz pas cher russe, c'est terminé. Tant pis pour les Allemands, débrouillez-vous. Quelque part, les États-Unis ont essaimé leur industrie d'armement partout. Nous, on tente d'être concurrentiels avec quelques rafales, quelques canons César, etc. Mais on sait bien qu'on ne fait pas le poids, y compris au niveau européen, puisque beaucoup de pays ont acheté des F-16, des F-35, etc. Donc en fait, en réalité, les États-Unis, c'est gagnant. Ils ont ils mobilisent la Russie dans un effort de guerre. Ils étaient censés l'affaiblir. Ça, c'est moins évident. Ils affaiblissent l'Europe. Pourquoi ils affaiblissent l'Europe, qui est dépendante d'eux? Pourquoi iraient-ils plus loin? Parce qu'il ne faut pas perdre la face, quand même. Non, mais ça, c'est... Oui, mais quand on est réaliste, comme je vous dis, est-ce que les néoconservateurs sont réalistes? Mais est-ce que les néoconservateurs ont le pouvoir? Ah, ils l'ont encore. Si c'est les démocrates, mais si c'est les républicains. Eh bien, toute la question, c'est ça. C'est que si on veut empêtrer un Trump revenant au pouvoir, on peut avoir intérêt, parce que le deep state, c'est quand même... c'est lourd. Hein. C'est pas parce que maintenant il sait ce qu'il sait qu'il va y arriver. Bon. On va le contrer. Parce qu'il y en a des choses à faire quand même. Et des gens à virer et à empêcher de nuire. Donc ça, il n'y arrivera peut-être pas. Et l'idée est peut-être de faire en sorte qu'il ait un tel abcès à gérer à son arrivée, s'il arrive. Ce qui n'est pas non plus il totalement... attend le verdict pour son procès. Là. Oui. Bon. Voilà. Aux États-Unis, on peut très bien être sous les verrous et se présenter quand même. Se présenter, oui, absolument. Si vous voulez, aux États-Unis, il y a quand même... C'est une culture de guerre. C'est quand même un pays qui vit de la guerre depuis très très longtemps. Si on regarde, même depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le nombre de pays dans lesquels les États-Unis sont intervenus pour faire la guerre. Donc c'est un des moteurs économiques et un des moteurs de légitimité. Et c'est là que le bas blesse, parce que ça n'est plus un moteur de légitimité, sauf vis-à-vis de nous, les vassaux européens. Parce que nous, on est complètement, on est comme ça, nous. Voilà. Et plus on parle d'indépendance stratégique et d'autonomie européenne et tout ça, moins on l'est, de fait. Oui, bien sûr. Voilà. Ça, il y a aussi une grosse supercherie, y compris dans les discours électoraux des uns et des autres. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer quand même, parce que
cette capacité de c'est la résistance. fin. Oui, et il y a tellement d'argent en jeu. Oui. Et il y a tellement de marchés en jeu. Et il y a le fait... De ce point de vue-là, quand on voit les propagandistes là, de l'Institute for the Study of War, Oui. qui publient toujours je les un suis, certain nombre de choses, voilà. ouais. C'est intéressant de voir Oui. la manière dont ils présentent les choses. Oui. Ils présentent vraiment les choses, d'ailleurs comme on les présente un peu en France maintenant, avec le narratif suivant, c'est-à-dire, si jamais la Russie gagne, Oui. qu'est-ce que ça veut dire gagner? Bon, elle atteint ses objectifs de l'opération militaire spéciale, admettons. L'Europe va tomber. C'est un drame pour l'Alliance Atlantique. C'est les dernières cartes. C'est un drame pour l'Alliance Atlantique. Donc, c'est impossible. Donc, c'est ce qu'ils ont dit, il faut sortir la Russie de son sanctuaire. Et c'est intéressant que ce soit dit au moment où on tape les drones de la triade nucléaire. On tape avec les drones les radars de la triade nucléaire. C'est... Ouais. C'est assez... coïncidence. C'est assez incroyable. Voilà. Alors, depuis le 21 mai, officiellement, le président Zelensky n'est plus président de l'Ukraine. Pourtant, il vient d'être invité par Emmanuel Macron à assister aux commémorations pour les 80 ans du débarquement. Alors, à ce titre, évidemment, comme depuis le début de cette guerre, le passé, on va dire, collaborationniste d'une partie des Ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale est totalement tu. Le sont également les relents néo-nazis qui existent toujours dans l'armée, comme on l'a vu avec ces fameux combattants portant des tatouages SS et qui ont été formés par nos soins dans la Creuse. Les habitants se sont dit, c'est quand même la Creuse, c'est quand même un endroit où la division d'Asreich a laissé quelques mauvais souvenirs. Mais bon, on est allé former des Ukrainiens tatoués dans cet endroit. Alors en revanche, Vladimir Poutine, lui, n'est pas invité évidemment à ces commémorations. Et là, c'est l'effort entier des Russes pendant la Seconde Guerre mondiale qu'on met de côté. Alors, l'Allemagne sera présente, évidemment. Est-ce que finalement, ces commémorations extrêmement politisées, revues à l'aune du présent, sans se soucier du sens du passé, est-ce qu'elles ne risquent pas de créer la confusion dans l'esprit de nos écoliers, au point qu'ils finissent par se demander qui combattions-nous réellement à l'époque ? Ah, mais c'est sûr, mais il n'y a pas une porte-parole américaine, là, récemment, qui a dit que la victoire, que la victoire de la Deuxième Guerre mondiale s'était faite contre. Je me demande si c'est pas Ursula von der Leyen aussi, non, mais c'est une Américaine qui a fait ça, qui a dit ça. C'était une victoire contre Staline. Oui, contre Staline, contre le communisme, contre. Oui. Voilà. Donc on est entre l'ignorance crasse, lourde, très lourde. Bon, et pas qu'aux États-Unis, en Europe, en France, partout. Enfin, on est dans une... Voilà, c'est fini. Les générations, même nos enfants y ont peut-être échappé, mais enfin, les petits-enfants, ça va être très compliqué quand même de leur apprendre des choses. Déjà, c'est dur de les faire lire. Oui, des livres. De les faire lire. Ça, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore de petits-enfants, mais bon. Donc, il y a ça, et il y a une volonté d'effacement, il y a une volonté de réécriture de l'histoire. Parce qu'une fois que les cerveaux sont décérébrés, une fois qu'il n'y a plus de... Voilà, ça se connecte plus complètement, on peut faire avaler n'importe quoi. Quand vous regardez ce qui passe sur LCI depuis 2 ans, c'est quand même... Et puis alors, il n'y a jamais de droit dessus. C'est-à-dire, vous pouvez dire des énormités, et personne ne vous dit, mais enfin, non. non, mais... Personne, jamais n'ose juste faire remarquer l'énormité qui vient d'être dite. Donc on est, à mon avis, dans la plupart des grands médias actuels, dans notre pays, comme aux États-Unis, comme partout, on a une volonté d'effacement. Pourquoi ? Mais parce que là encore, il ne faut pas perdre la face. On s'est trompé sur tout dans ce conflit. Surtout sur la manière dont il s'est envisagé, sur la façon dont il fallait comprendre ce qui se passait, sur les dernières occasions ratées, manquées
De faire la paix. ou mépriser de faire la paix, même au tout début, Ouais. après l'invasion. Enfin, on a tout faux, on a juste tout faux, et en plus, sur le terrain, l'inverse de tout ce qu'on avait prédit se C'est produit. produit. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit. C'est la logique de la fuite en avant, c'est-à-dire, au lieu de s'arrêter, de se dire bon, allez, ça suffit, on arrête les frais là parce que on va pas y arriver, on continue. C'est un peu comme la dette. Et alors, C'est un peu comme la dette. selon vous, donc, quand on voit ces élections européennes qui tout à coup prennent, à l'aune de tout ce qu'on vient de dire, une importance quand même assez considérable, puisque s'y affrontent quand même si on ne va pas dire il y a des candidats pro-russes, des candidats pro-ukrainiens, c'est pas là-dessus que ça se situe, mais il y a quand même deux visions de société, il y a quand même globalement, on va dire, mais on sent qu'il y a une échéance qui risque, et aux États-Unis c'est l'échéance de novembre de l'élection présidentielle, qui risque d'invalider la démarche conduite par l'OTAN, conduite par les États-Unis, conduite par nos gouvernements. En gros, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, ou imaginons déjà que le RN, comme c'est vraisemblable, va gagner ces élections, si Donald Trump retourne au pouvoir aux États-Unis, là, c'est un coup d'arrêt quand même à tout ça. Je ne suis pas sûre que ce soit un coup d'arrêt. J'ai peur que ça ne le soit pas forcément autant qu'on pouvait l'espérer. Mais est-ce que cette fuite en avant... La position du Front National, du Rassemblement National... Oui, c'est sûr, très ambigu. Mais est-ce qu'on peut... Pas très, quand on entend Jordan Bardella, c'est pas très ambigu, je trouve. Je ne suis pas sûre qu'il ait bien tout saisi, mais bon... Mais est-ce que cette fuite en avant n'est pas multipliée en termes de vitesse par l'idée que ça pourrait s'arrêter? C'est l'idée que ce fameux Deep State voit sa fin. Alors, ça, c'est sûr. Mais à quoi assiste-t-on? En fait, on assiste au délitement, pour moi, enfin, c'est comme ça que je le vois, au délitement de l'Empire d'Occident, quoi. Ça se passe sous nos yeux. Délitement des élites, justement parce que rien n'est compris, parce que rien n'est fait de manière constructive, parce que rien n'est proposé. Enfin, c'est quand même la Chine qui est en train de proposer une conférence de paix sur Gaza. C'est la Chine qui a proposé aussi une conférence de paix enfin, en tout cas, un plan de paix, et je crois bien une conférence à l'époque, ma mémoire est bonne, sur l'Ukraine. Oui, c'est vrai. Nous devrions, au lieu de semer la zizanie et de faire croire que c'est la Russie qui a déclenché ce conflit toute seule comme une grande, parce que Poutine, dans son esprit malade, l'a souhaité depuis très très longtemps, on ferait mieux d'essayer de rétablir la sécurité en Europe. Si vous voulez, c'est ça qui est tragique, c'est que tout ce qui devrait être fait est rejeté au nom, soi-disant, du progrès, de la liberté, de la sauvegarde de la démocratie, etc. Mais on est en train de faire exactement l'inverse. On est en train de se décrédibiliser, mais pour des décennies. Que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis. Et ça, aux yeux du monde. Aux yeux de tout le reste du monde. Mais comme on n'est pas habitué à considérer que le reste du monde compte vraiment, n'est-ce pas? Parce que c'est nouveau pour nous quand même. Hein. On est un peu nombriliste depuis très longtemps quand même. Donc, on a du mal à appréhender ce qui est déjà une réalité, c'est-à-dire qu'il y a un monde tout à fait nouveau qui existe, avec lequel on devrait compter, avec lequel on devrait être capable de dire bon. Si vous voulez, pour moi, c'est contre-intuitif, ou ça peut paraître paradoxal, mais on serait beaucoup plus puissants, nous, par exemple, Français, si on était capable d'expliquer, de dire et d'affirmer qu'il faut arrêter les frais. Vous allez envoyer 200 malheureux types, machin, 3 chars, 12... Mais c'est quoi? C'est dérisoire, c'est inutile. C'est la recette pour prendre des coups qui seront encore plus humiliants. Qu'est-ce qu'on espère? Enfin, ça veut dire quoi? Il faut que l'Ukraine l'emporte. Il faut que l'Ukraine soit en situation
de pouvoir faire un accord de paix avec la Russie et avec l'Union européenne et l'OTAN, donc en fait avec un patronage américain, pour retrouver une forme de stabilité. C'est ça le véritable sujet. Alors après, je ne parle pas des intérêts. Le fait que les Américains aient récupéré une belle grosse partie quand même des terres arables ukrainiennes, les intérêts, et donc que la mer Noire est importante pour eux, parce qu'il va falloir exporter tout ce blé maintenant qu'on a les terres, n'est-ce pas ? Bon, il y a tout ça qui compte, donc il y a des choses extrêmement cyniques et prosaïques, mais à la fin, on va finir par se rendre compte, et d'une manière très humiliante à mon avis, et très moralement délicate, que toute notre prétention à soi-disant sauver ce pays de l'agression russe, l'aider à se rétablir, etc., en fait n'a abouti qu'à un immense massacre inutile de combattants ukrainiens, combattants mais pas forcément spécialistes, qu'on a pris dans la population par grandes vagues, jusqu'au moment où il n'y a plus personne, où il n'y aura plus rien pour relever l'Ukraine. Donc chaque jour qui passe là, ça nous fait du bien à notre ego, ça nous fait du bien à notre narcissisme, ça nous fait du bien peut-être au calcul des uns et des autres, politiques, électoraux ou je ne sais quoi. Mais concrètement, par rapport au fait d'être la France, un pays capable de ne pas contribuer au malheur du monde, si vous voulez, de ne pas contribuer toujours au pire, mais d'essayer au contraire d'être une force d'équilibre et de sagesse et d'intelligence. C'est valable pour le Moyen-Orient, ce que je dis. Justement, j'allais y venir. Eh bien, ce pari-là, il est perdu. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné là-dedans ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Oui. Est-ce que vous avez évoqué fort justement la question justement de l'émergence on peut appeler ça le Sud global, on va dire, et surtout qu'il tape à notre porte alors que nous continuons à avoir cette morgue, cette façon qu'on a décrit tout à l'heure, cette pensée occidentaux-centrée et qui finalement nous met comme, nous continue à nous mettre comme les grands ordonnateurs de ce qui se passe dans le monde. Vous pensez que ce qui est en train de se passer autour de la Palestine, là, il y a un enjeu. C'est ce monde-là qu'on a appelé à un moment le tiers-monde qui tape à notre porte ? Je pense aussi, c'est-à-dire que là, il y a un enjeu, j'allais dire éthique, plus que moral, éthique, très fort, sur ce que l'Occident va être capable de faire, de vouloir, en fait, déjà, de vouloir, parce que de faire et d'imposer, éventuellement, pour faire justice d'une situation qui est humainement intenable et qui est maintenant en vue directe du monde entier. Donc, on peut penser ce qu'on veut, qui a raison, qui a tort, un État, 2 États, 12 États. Très bien. Oui, l'antériorité, le crime du Hamas, les viols, le 7 octobre. Mais bien sûr. Mais je ne dis pas le contraire. Simplement, là, il y a une situation qui n'a plus rien à voir, à mon avis, quand même, avec le 7 octobre. On est dans quelque chose de terrifiant qui est extrêmement autodestructeur pour la pensée occidentale et pour la prétention morale, au surplomb moral occidental. Et je ne parle même pas d'Israël en lui-même et des Israéliens en eux-mêmes. C'est-à-dire que pour leur sécurité, pour leur pas leur réputation, mais l'image qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes et qu'ils peuvent donner au monde après ce que le peuple juif a vécu, il y a un moment où on ne peut pas continuer à laisser faire ce qui se passe. Donc là, c'est l'Occident qui doit montrer. Et encore une fois, c'est le Brésil, la Chine, c'est les autres qui disent, écoutez, l'Afrique du Sud, il faut que ça s'arrête, c'est pas possible. Bon, donc voilà, je ne parle pas, encore une fois, il ne faut pas tout mélanger, des instrumentalisations politiques qui sont faites ici de la situation là-bas, des raccourcis des uns et des autres, dans tous les camps. Malheureusement, là aussi, on simplifie tout. Bon, mais
ce qui est vrai, c'est qu'il faut que ça s'arrête et que plus vite ça s'arrêtera, mieux ce sera, à mon avis, pour Israël, pour sa sécurité bien sûr, mais pour Israël, pour les Israéliens, pour les Juifs partout dans le monde et pour tout l'Occident, puisqu'Israël se considère et est considéré comme un petit morceau d'Occident au Moyen-Orient. Donc là, il y a quelque chose qui défie l'entendement par rapport à ce qui s'est passé, si vous voulez. Pour revenir, dernière question, vous pensez que la France doit reconnaître l'État de Palestine, comme l'ont fait la Norvège, l'Irlande? J'ai entendu... Alors oui, la Norvège, l'Irlande, l'Espagne, je crois. Oui. J'ai entendu le président Macron dire oui, je suis pour, mais il faut le faire au moment où c'est utile. C'est-à-dire, voilà, au moment où une négociation sera possible, etc. Bon, c'est-à-dire un peu au calendrier grec, hein, parce que quand est-ce que ce sera utile? J'ai entendu aussi Elie Barnavi, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, dire mais si on ne le fait pas, on ne le fera jamais, parce qu'il n'y aura jamais les bonnes conditions réunies pour le faire. Donc, la question... Nicolas Sarkozy aussi qui dit on le fera quand les groupes palestiniens reconnaîtront Israël. Autant dire qu'il y a certains groupes palestiniens qui ne reconnaîtront jamais Israël. D'une certaine manière, il faut prouver le mouvement en marchant. C'est-à-dire, je comprends ce qu'a pu vouloir dire Emmanuel Macron, mais précisément, qu'est-ce que ça veut dire être utile? Est-ce que ce n'est pas plus utile maintenant? Alors c'est vrai, c'est dans le feu de l'action et évidemment ce sera mal interprété, ce sera interprété comme un soutien à Palestine contre Israël, alors qu'au contraire, ça n'est pas ça. C'est pas comme ça que ça doit être fait et c'est pas comme ça que ça doit être dit. Mais je pense qu'il est peut-être temps effectivement de donner corps. Alors corps peut-être avant même d'avoir un corps, si vous voulez. Voilà, en tout cas, donner forme à cette idée tellement ancienne et tellement nécessaire. Alors après, comment, où, à quel endroit, comment faire, qui, trouver des interlocuteurs, mais ça c'est un problème. C'est le problème qu'on a en Israël, c'est le problème qu'on a en Palestine, c'est le problème qu'on a en Ukraine. Bon, alors, hier, Emmanuel Macron a appelé Mahmoud Abbas. Les vieilles recettes, mais qui n'ont jamais fonctionné quelque part. Mahmoud Abbas, c'est les vieilles casseroles. Oui, mais qui est l'incarnation de l'échec de tout l'héritage de l'OLP, de la prise de pouvoir par le Hamas. Quelque part, c'est un peu comme au Liban. Emmanuel Macron dit oui, je vais régler la situation, je vais rappeler, et puis finalement il se passe rien, quoi. Non, mais alors. Moi, je dis pas que la tâche est facile. Non, d'abord la tâche est herculéenne. Mais il faudra bien que quelqu'un administre Gaza à la fin. Oui, mais est-ce que c'est à la France de dire qu'il doit administrer Gaza? Non, je pense pas. Bon. C'est-à-dire que nous... Benny Gantz a mis le 6 juin, menace de démissionner le 6 juin, si cette question de l'administration de l'après-Gaza n'est pas mise sur la table par le gouvernement Netanyahou. Il fait partie du cabinet de guerre, c'est le principal adversaire de Netanyahou. On arrive quand même à une situation où même en interne, il y a quand même des remous. Bien sûr, il y a des remous. Il y a des remous depuis le début. Mais bien sûr. Je pense qu'il y a énormément d'Israéliens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, malgré tout. Quelle que soit l'horreur de ce qui a été fait, du terrorisme du 7 octobre, etc. On est d'accord. Mais, bon. Mais pour revenir à la France, je pense que notre ligne de... Enfin, j'ai la modestie de penser que notre ligne de politique étrangère devrait être des facilitateurs. Ce n'est pas à nous de dicter. Il faudrait qu'on arrête justement de vouloir dicter toujours à tout le monde ce qu'ils doivent faire, comment on va faire, je vais tout régler. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, c'est aux gens sur place de régler déjà beaucoup de choses. En revanche, on peut aider et on peut éviter d'être ceux qui prennent parti d'un côté, de l'autre. Alors, est-ce que le « en même temps » pourrait trouver une forme d'utilité? Peut-être. Finalement, en fin de course, il va devenir une idée grandiose. Peut-être. Non, mais voilà, c'est-à-dire il faut être dans une position qui, en fait, correspond, un, à notre vocation et deux, à nos moyens.
On n'est pas un acteur majeur au Moyen-Orient. Non, mais Villepin le répète très souvent. En plus, on a massacré toutes nos positions. On les a massacrés en Libye, on les a massacrés en Syrie, on a plus de cartes. Voilà. Mais on avait quand même traditionnellement, et Villepin le rappelle très souvent, cette idée de puissance médiatrice. Oui, mais c'est ça. C'est force de proposition. C'est ce que je dis, exactement. Alors, est-ce que Emmanuel Macron n'essaie pas de le faire d'une certaine façon, en naviguant un peu à vue parfois ? S'il le fait, c'est tout à son honneur, peut-être. Parce qu'il a eu aussi quand même des positions pendant ce conflit, il a dit le tout et son contraire. On a quand même l'impression que... Mais c'est très difficile aussi, parce qu'on est soumis à des pressions énormes, c'est très compliqué. Donc il faut avoir une vision, si vous voulez, pour moi, entre le Moyen-Orient... Et l'Ukraine, il y a quand même, je trouve, sur l'Ukraine, sur ce sujet-là, Ukraine-Russie, c'est beaucoup plus facile d'avoir, entre guillemets, les idées claires sur ce qu'il faut faire là, en ce moment. Il faut faire une conférence de la paix, et pas sans la Russie. Et pas avec un plan à la noix qui est un plan avant la guerre. C'est très joli. Bah ouais, moi aussi, j'ai ma liste au Père Noël d'il y a 10 ans, mais elle ne marche plus, c'est bête. Bon, voilà. Non, il s'est passé des choses, donc tout n'est pas possible. On ne peut pas escamoter le réel. Alors, cette fameuse conférence, elle porte quand même le mot paix. C'est quand même un mot qu'on n'a pas beaucoup entendu. Alors, est-ce que le simple fait qu'on la prononce fait qu'il y a peut-être quand même l'idée que, on va vers des négociations quand même. Bah, écoutez, j'ai pas une boule de cristal, vous non plus, mais... Écoutez, pour l'instant, Vladimir Poutine a clairement dit, lors du dernier sommet en Biélorussie, que Zelensky n'était absolument plus légitime pour négocier quoi que ce soit. Ils ont même fait venir Yanukovych. Oui, c'est vrai, l'ancien président, le pré-Poroshenko. Pré-Médan. Voilà. Bon. Et il a dit, non, l'article 111 de la Constitution, il a fait du droit, l'article 111 de la Constitution ukrainienne dit que, en fait, aujourd'hui, les seuls qui ont un pouvoir légal et légitime dans ce pays, c'est pas du tout Zelensky, c'est la Rada et son président. Voilà. Donc, c'est une manière moi, je le vois comme une manière de dire aux Ukrainiens, vous vous réveillez, là, il faut arrêter avec lui, là, il faut en trouver un autre. C'est une manière de le dire à tout le monde, d'ailleurs, de le dire aux Américains, de le dire à tout le monde. Je pense que les Américains ont depuis longtemps quelques scénarios, quelques plans B, C, D, E, là, bon. Les Américains ont tendance à jeter assez rapidement quand ça ne convient plus. Oui, ou à abandonner le terrain aussi. Et puis Loukachenko, donc le président biélorusse, a lui dit, mais il y a beaucoup de gens à Kiev qui ont très envie d'avoir une position de leader. Enfin, en gros, il y a des candidats, quoi. Non, sans aller très loin, l'Afghanistan, ils ont abandonné le gouvernement afghan pour travailler directement avec les talibans. Tout à fait. Donc, 2 ans avant le retour de ces mêmes talibans, d'ailleurs. Tout à fait. Donc, il faut trouver des vrais interlocuteurs côté ukrainien, qui soient sérieux, qui soient lucides. Et moi, je maintiens, je redis, que chaque jour que nous perdons à cautionner cette mobilisation forcée, cet envoi d'armes, si vous voulez, c'est comme une grosse locomotive à charbon, là, où on fourgue des pelletées de charbon dans les braises pour que ça continue, Ça n'a rien à voir avec le fait d'aider l'Ukraine. Ça peut nous aider, éventuellement, nous, dans nos rhétoriques diverses, électoralistes ou autres, mais c'est extrêmement dommageable à la sécurité de l'Europe tout entière. On joue avec le feu, là. On joue avec le feu véritable, le feu de la guerre générale avec la Russie. Et aussi le feu nucléaire. Avec le feu nucléaire, et on joue vraiment, j'allais dire, avec le peuple ukrainien. Enfin, et je parle aussi, il y a aussi des dizaines de milliers de soldats russes qui sont morts, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est à quoi bon tout ça ? On a une sécurité en Europe qui est en morceaux, il faut la refaire, il faut reneutraliser l'Ukraine, il faut faire en sorte qu'elle soit protégée à la fois par la Russie, je suis désolée, ça paraît scandaleux de le dire, mais avec des garanties croisées qui la protégeront. Voilà. Il faut la reconstruire, déjà.
Mais c'est tellement évident quand on regarde la carte de comprendre pourquoi tout ce qui arrive qu'il est temps d'arrêter le massacre, quoi. C'est un massacre inutile. C'est un massacre inutile et je trouve vraiment indécent la manière dont la classe politique en France, à part quelques exceptions, traite de cela avec une légèreté en se donnant en plus des grands airs et des postures morales à dessous sur le thème « mais nous protégeons la liberté, la démocratie ». Non mais soyons sérieux. On est en train juste de faire en sorte que ce pays soit exsangue pour très longtemps, soit sacrifié sur l'autel de nos illusions. Ce sera le mot de la fin, voilà. Caroline Galacteros. Merci infiniment pour cette conversation. J'y ai pris beaucoup de plaisir. C'est des sujets sérieux qui méritent d'être creusés comme on l'a fait et qu'on continuera à traiter, qu'on n'abandonne pas, vous comme nous. Je rappelle donc votre chaîne Paix et Guerre, qui commence par paix, très important. Ah, oui. C'est un mot qu'on a prononcé aujourd'hui et qu'on souhaite beaucoup, qu'on souhaite voir se réaliser. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous, chers auditeurs de notre chaîne YouTube, d'être fidèles à cette émission, à ce grand entretien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Au revoir.